Mesdames et messieurs, je suis très heureux et toute l'équipe de Jeunesse Dorée l'est également parce que nous retrouvons une fois encore une équipe, une audience de charme pour cette semaine. Merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité. C'est Jeunesse Dorée, une fois encore. L'apparition de... On ne va plus se reposer dans cette maison. C'est mes canets, Fiagosi, Jésus connais si pelo temps. Ambo, gadoazan. Wait, my friend, yes, man. Now let you go where I know vedo. When you home, I now let you go, wanna you go join me do a sherry. You go work for a for swan for sale. Grand Nestor à la réalisation de cette émission et Christelle Aïdoté, chef plateau. Nous sommes avec vous pour 1h30, chers téléspectateurs. 5 rubriques pour votre plaisir. La toute première rubrique, c'est Innovar. La première manche, c'est avec Pierre Vignigbe. Pierre qui est déjà installé confortablement à mes côtés. Pierre, bonjour. Oui, bonjour Habib, comment tu vas? Je vais très bien, La première manche avec vous tout de suite. Eh oui, Innova, la rubrique qui met la lumière sur les innovations, vous emmène aujourd'hui à la découverte de la première entreprise productrice de cartes à puce de l'Afrique de l'Ouest. M-Pesa, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est cette carte à puce sortie en 2007 qui révolutionne la bancarisation de la population kenyane. Cette innovation est l'œuvre de l'opérateur mobile kenyan Safaricom, une entreprise détenue par Vodafone. C'est l'un des tout premiers systèmes de microfinancement et de transfert d'argent par téléphone mis en place en Afrique et dans le monde. En 12 ans, cet outil est classé parmi les 10 projets financiers les plus influents des 50 dernières années par le Project Management Institute, ce qui propulse le Kenya au plus haut niveau continental en matière d'inclusion financière. En 8 mois, M-Pesa comptait déjà plus de 1 million d'utilisateurs et en 2019, elle en compte en 2019, près de 27 millions, soit 83% de la population adulte qui détient un compte Mobile Money. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui, monsieur Ali. Merci beaucoup à vous, Pierre Vignigbe, pour ce partage d'informations. Restez avec nous. Nous allons retrouver Nelly Michaï. Nelly Michaï, bonjour. Bonjour à Habib Noueni, bonjour à tous les téléspectateurs et merci de toujours prendre le rendez-vous de Innovar. D'accord. Habib Noueni, c'est donc pour la toute première fois que vous m'appelez. Comme ça veut dire que vous nous apportez de la lumière cette fois-ci sur cette rubrique. Comme d'habitude, eh bien, nous parlerons d'innovation et cette fois-ci, vous le savez certainement déjà, l'Afrique se métamorphose rapidement en un laboratoire d'innovation défiant les attentes mondiales. Sous les projecteurs, certains pays redéfinissent les normes en matière de santé grâce à des avancées technologiques audacieuse. D'après un classement global de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 3 pays se retrouvent en tête de liste, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana et le Sénégal. Qu'est-ce qui fait de ces 3 pays les porte-flambeaux de l'innovation en Afrique? C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui avec notre invité Spero Falade, qui est stratégique innovator. Spero, bonjour à vous.
Bonjour Madame Nelly, bonjour chers téléspectateurs et bonjour à tous. Bonjour, c'était Spero. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Plaisir partagé. Merci d'avoir Demain. répondu positivement à notre invitation. Dites-nous déjà, quels sont les critères qui définissent aujourd'hui le choix des pays les plus innovants en Afrique? Alors déjà, merci pour la question qui est en elle-même très intéressante. Le classement des pays en termes d'innovation est fait par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comme vous avez su bien le souligner. Et cette organisation se base sur un ensemble de plus de 80 indicateurs de manière globale, mais répartis en un certain nombre de piliers spécifiquement. Et l'un des premiers piliers dont je pourrais parler, c'est les infrastructures, la disponibilité en infrastructures. Et si nous prenons le cas dans le contexte de la santé, par exemple, c'est la disponibilité en infrastructure, par exemple, de télécommunications, parce que nous allons dans un monde interconnecté et il faut avoir un certain nombre d'infrastructures. Et en dehors de ça, il y a un élément que je trouve assez important, c'est la formation et l'éducation. La capacité de disposer de capital humain adapté, disposant des connaissances théoriques et pratiques dont on a besoin réellement pour pouvoir favoriser une sorte d'innovation des différents pays. Donc voilà deux critères essentiels. Et un autre troisième critère qui est assez aussi intéressant, c'est déjà les financements. La capacité des gouvernements, par exemple, à mettre à disposition des institutions, mais des personnes physiques ou morales, en fait, des financements faciles d'accès et qui favorisent en quelque sorte la créativité et l'innovation. Donc voilà trois critères que je pourrais mettre sur la table. D'accord, merci beaucoup. Et comment est-ce que la technologie aujourd'hui est utilisée dans ces pays-là, ces trois pays que je viens de citer tout à l'heure, pour quand même booster l'éclosion de l'innovation au sein de ces pays-là? Alors déjà, même avant de donner des exemples assez intéressants sur ces différents pays, il faut qu'on arrive à faire la différence, une nuance entre innovation et technologie. Parce que quand on parle d'innovation, automatiquement on pense au téléphone portable, aux ordinateurs et tout, mais l'innovation en quelque sorte c'est l'adaptation par exemple d'une chose existante du moins pour résoudre un problème bien défini. Quand je prends le cas par exemple du Sénégal, il y a une application Joko Santé. Et l'application, en fait, est arrivée pour résoudre un problème de disponibilité de dons de sang dans les hôpitaux. Et c'est grâce à Joko Santé, en fait, qu'on arrive... Permettez-moi, Joko Santé, en fait, je reviens rapidement sur Joko Santé. C'est une plateforme, en fait, d'échange de médicaments contre des crédits qui vous permettent, en fait, de pouvoir acheter d'autres médicaments. Je donne juste un exemple très simple. Nous sommes à Cotonou, par contre on fait des prescriptions de médicaments, on finit pas de les utiliser, on les laisse en chambre. Mais par contre, dans un village INS, par exemple, on en a besoin. Donc sur cette plateforme, vous êtes en mesure de venir avec vos comprimés, vous les déposez et en retour, vous avez des crédits qui vous permettent d'acheter d'autres comprimés dont vous avez besoin. Et ces comprimés que vous avez déposés sur la plateforme Joko Santé sont transférés à cette personne qui en a besoin. Qui sont dans le besoin. Exactement. Quand nous prenons le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud, d'accord, il y a l'utilisation, par exemple, de l'intelligence artificielle dans la détection des maladies comme le VIH-Sida et autres également. Je prends le cas du Rwanda, où pendant l'épidémie de Covid-19, on a utilisé les robots. Puisque les hommes ne pouvaient pas être en contact direct avec les personnes contaminées, on utilisait par exemple les robots pour pouvoir traiter, prendre la température, savoir si telle personne est infectée ou pas. Donc de manière succincte, voilà un peu quelques éléments que les 7 pays utilisent en termes d'innovation technologique. Et le Bénin par exemple? Quand je prends le cas du Bénin, le Bénin aussi est dans une dynamique assez positive. Nous avons le cas par exemple de REMA, qui est une application locale, qui est une sorte d'interface entre les patients et les médecins, où je peux prendre rendez-vous avec un médecin rapidement. Et à part ça, on a Ubifarm, si je me rappelle bien, où vous pourrez avoir accès aux pharmacies, c'est une sorte de pharmacie électronique, où vous pourrez avoir accès à la disponibilité de tel ou tel comprimé. Et vous faire livrer? Et vous faire livrer également, c'est bien possible. C'est tout un arsenal qui est mis en place. Et quand on prend le dispositif même, la stratégie qui est mise en place pour favoriser le développement de l'innovation, quand on prend l'exemple du Sénégal par exemple, qu'est-ce qui est fait au sein de ce pays-là pour qu'il y ait plus d'innovation justement? Je pense, merci beaucoup pour la question. Le Sénégal est allé assez loin. Le Sénégal a mis en place un plan de développement stratégique de l'innovation et de la technologie 2023-2032. Et quand vous parcourez ce plan stratégique, il a été clairement défini par exemple la mise en place d'un cadre institutionnel, réglementaire, qui définit en quelque sorte les critères suivant lesquels cette marche vers l'innovation sera faite.
Et un élément que j'ai souligné qui était assez intéressant, imaginez-vous que quand nous prenons le pilier éducation, que les cours des cours en innovation et en technologie pourront être donnés au niveau préscolaire, c'est-à-dire au niveau maternel. D'accord. Donc c'est fort, c'est assez fort. Ça veut dire en fait que déjà à la base, on veut permettre à l'enfant de réfléchir de manière créative, développer la philosophie de réflexion de l'enfant. Mais en dehors de ça, il y a un plus grand projet qui est en train d'être mis sur pied, c'est la création d'un village du savoir, où il y aura en fait une panoplie d'institutions qui seront dans ce village, un peu comme à l'image de GDIZ, Oui. voilà, mais ici plus côté technologie, innovation et tout. Et j'avoue que cette idée, ils l'ont bien souligné dans leur document, cette idée provient en fait déjà de l'idée qui germe au Rwanda, où on aura le Kigali Innovation City. Donc là, comment appelle-t-on au Rwanda? C'est toute une ville en fait d'innovation qui sera mise sur pied. Je pense qu'au Bénin également, on fait un travail aussi intéressant. Effectivement. Quand nous prenons le cas de Seme City, qui fait aussi un travail important. Tout à fait intéressant. Et dans ce dispositif-là, quelle est la place des partenariats publics et privés dans ce dispositif? Alors, le partenariat public et privé est à plusieurs niveaux. D'abord au niveau éducationnel, il faudrait qu'on arrive à faire de telle sorte qu'il y ait une sorte de pont entre l'éducation publique et l'éducation privée. Et là encore, il faut qu'on jette un coup d'œil au curriculum, parce qu'il n'y a pas une uniformité. Parfois, vous voyez la même formation dans une université privée, et quand vous allez dans une université publique, vous avez le même type de formation, mais le contenu n'est pas le même. Maintenant, en dehors de ça, de point de vue plus technique, il faut qu'on s'arrange pour que le contenu de nos formations soit en adéquation avec les besoins du terrain. Non seulement les besoins du terrain actuel, mais les besoins du terrain futur, à venir exactement. Et c'est là que beaucoup de pays sont en avance sur d'autres. Je prends le cas du Rwanda toujours, qui est un exemple typique, parce qu'en 11 ans, personne n'a pu détrôner le Rwanda en termes d'innovation, de rapport innovation et développement. Le Rwanda a inauguré par exemple en 2022 l'une des premières écoles en termes d'intelligence artificielle. Et ils sont en train de mettre sur pied un centre d'innovation de la 4e révolution industrielle en fait. Donc, la relation publique-privée, c'est d'abord au niveau éducationnel. Maintenant, au niveau du financement, il faudrait que, en tant que pays en voie de développement, nous n'allions pas à la table des discussions avec les mains vides. Il faut que le gouvernement qui dit j'ai besoin d'1 million pour financer tel ou tel projet vienne peut-être même si c'est avec 100 000 euros ou avec 200 000, quelque chose comme ça, avant que les financements privés ne viennent. Parce que le risque, c'est quoi? Quand vous ne financez pas votre développement, vous n'êtes pas en fait propriétaire de votre propre développement. Effectivement. Et surtout dans le secteur de la santé, nous allons vers un monde de données. Quand vous ne financez pas votre secteur de santé, vous ne serez pas propriétaire de vos données de santé. Et malheureusement, quelqu'un qui n'est pas propriétaire de ses données de santé ne peut malheureusement pas diriger sa politique sanitaire parce qu'il faut se baser sur les données et mettre en place des politiques. Donc voilà un peu les lignes de réponse que je peux donner avant. D'accord. Et quand on revient un petit peu sur l'ONPI, l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour quand même conserver cette protection intellectuelle-là? Exactement. Alors l'ONPI a mis en place un certain nombre de règlements, d'accord, que nous n'allons pas forcément citer ici. Quand nous prenons par exemple, quand on parle de protection de la propriété intellectuelle, il y a les brevets par exemple. Je suppose que Mme Nelly a inventé une sorte de drone. Maintenant, pour éviter que M. Spero ne vole, alors il y a les brevets qui sont mis sur pied. D'accord? Oui. Il y a aussi une sorte d'organisation, conseil et autres, une assistance qui a souvent apporté aussi aux différents pays pour pouvoir les rediriger aussi dans leurs différentes politiques de développement et d'innovation. Aujourd'hui au Bénin, nous n'avons pas forcément, nous ne prenons pas toujours la mesure de l'importance des brevets, par exemple. Si par exemple je crée un drone, comme vous preniez l'exemple tout à l'heure, et que je ne prends pas importance au brevet et je ne le fais pas, à quel risque est-ce que je m'expose? Le risque, c'est tout simple, puisqu'on vous vole votre idée. Parce qu'il faut reconnaître, si vous n'arrivez pas à valoriser votre idée, et que quelqu'un d'autre, par coïncidence, a la même idée que vous, développe le même travail que vous, et qu'il est le premier à avoir le brevet, vous n'êtes plus propriétaire de l'idée, mais c'est plutôt celui qui est arrivé à mettre un brevet sur le travail qui est fait, qui est propriétaire du travail également. Donc il faut qu'on cultive cet esprit de j'ai une idée que je mets en place,
il faudrait que je fasse tout possible pour pouvoir protéger cette idée-là. Pour qu'au moment venu, je puisse réclamer ça le plus facilement possible. D'accord. Et quand on prend aujourd'hui le dispositif qu'on peut mettre en place pour atteindre l'éclosion parfaite d'innovation dans un pays, quels sont les points saillants sur lesquels on devrait s'appuyer? Alors le premier point, comme je le disais tantôt, c'est le capital humain. C'est la valeur de votre capital humain qui définit en fait votre capacité à aller plus vite. Vous savez, si vous voulez développer un pays et qu'à chaque fois vous êtes obligé d'aller chercher la connaissance ou les personnes tête pleine en griffe à l'extérieur du pays, vous vous exposez à un risque. Parce que ces personnes peuvent décider du jour au lendemain de partir. Et s'ils partent, ils ne partiront pas seuls, ils partiront avec vos données. Et ils ne pourront pas forcément donner le meilleur d'eux-mêmes comme quelqu'un qui est dans le pays, qui connaît les réalités du pays, je suppose. Toute chose étant égale par ailleurs, bien sûr. Donc, le capital humain est important et qui parle du capital humain, de la valeur du capital humain, fait allusion forcément au système éducatif. Je reviens toujours sur ça. Il faut qu'on arrive à un moment donné où, quand on cherche un technicien dans un domaine bien spécifique, qu'on ne réfléchisse plus parce qu'on a mis en place un système éducatif qui fait ressortir les gens dont on a besoin pour le développement. Deuxième chose, c'est la disponibilité en infrastructure. Et toujours je fais référence au secteur de la santé. Quand nous prenons le cas de la télécommunication, il faut qu'on s'assure qu'on est propriétaire de certains nombres d'infrastructures qui nous facilitent la tâche. Et là, toujours en termes d'infrastructure, il faut qu'on se rassure que la population à qui on apporte la solution contribue au développement de la solution. Parce qu'on peut développer une solution qui sera efficace, mais elle ne sera pas efficiente. L'efficace est temporelle, l'efficience est dans le long terme. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, après les infrastructures, nous avons maintenant le financement. Alléger l'atmosphère politique, sociopolitique, de telle sorte qu'on arrive à un moment donné où l'accès au financement soit facile. Et voilà, et qu'on s'arrange à faire revenir dans une certaine mesure des capitaux étrangers dans notre pays, je peux le dire ici. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas forcément dans le pays, mais qui sont du pays, qui ont des idées. Il faut qu'on leur offre aussi la possibilité de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. D'accord. Donc s'il faut retenir quelque chose, il faut investir dans le capital humain, investir dans la création d'infrastructures et mettre du financement à disposition. C'est vrai que le Bénin ne fait pas partie de ce top 3-là, mais je veux quand même qu'on revienne un peu sur le Bénin. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Bénin pour faciliter l'éclosion de l'innovation? Alors, comme je disais tantôt, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts se font. Et j'ai pris le cas de Zambé City, qui est quand même considéré comme un centre d'excellence. Nous avons aussi des universités internationales qui, dans le secteur éducatif, qui d'une manière ou d'une autre, viennent au Bénin s'installer peu à peu. Nous avons par exemple le cas d'Epitech, qui est quand même reconnu dans une certaine mesure. Nous avons aussi des réalisations. Nous avons également des réalisations qui se font, tout à fait. J'ai pris le cas de la GDIZ, où nous avons en fait un cadre qui est en train d'être mis en place et qui est même déjà fonctionnel. Et je ne sais pas si je vous apporte l'information, la GDIZ sera, pour ce qui se dit, à la Coupe du Monde, à travers les maillots, pour ce qui se dit pour le moment. Donc je pense que c'est déjà des éléments qu'il faut encourager. Nous avons également le gouvernement qui encourage la création de nouvelles entreprises et tout. Mais je pense qu'il manque quelque chose, l'accompagnement qu'il faut. L'État fait des efforts. Il faut le reconnaître, l'État fait des efforts assez importants, mais comme on le dit, quand il reste à faire, rien n'est encore fait. Et l'État est certainement à pied d'œuvre. J'ai quand même une question pour vous. Dans tout ce que vous avez présenté, j'ai l'impression que l'éclosion de l'innovation dans un pays est facilitée par le pouvoir, la politique. Oui, en grande partie, oui. En ce sens que dans un pays démocratique, il y a des règles. Même si je suis une entreprise ou je suis une personne physique ou morale et que je dispose d'une certaine réflexion, j'ai certaines idées que vous voulez mettre en place du moins, il faut que je prenne connaissance des règles du pays pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc si le gouvernement a déjà mis en place un certain nombre de règles et que je remarque que mon idée n'est pas en adéquation avec ces règles, alors souffrez que je me retire. Parce que la politique actuelle du gouvernement n'est pas en ligne de mire avec mes idées à moi. Donc du coup, je serai en infraction et par conséquent, il faudrait mieux que j'aille dans un autre pays plus favorable. Quelle est la place de la population, des citoyens lambda qui ont des idées, qui ont des idées de plateforme, de création de X ou Y innovation? Quelle est la place de cette population-là dans le processus de l'éclosion? Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et si je comprends bien votre question, en termes de place,
tout dépend d'abord de l'idée innovante que vous avez. Vous savez, il ne suffit pas de rester dans les quatre coins de sa chambre et de dire j'ai une idée. Il faut toujours aller sur le terrain et se demander est-ce que l'idée que j'ai est déjà quelque part. Et c'est ça le plus grand problème. Est-ce que nous avons regardé, comme nous observons aussi sur le terrain des organisations de la société civile, ce qu'on appelle d'habitude les ONG et autres, vous remarquerez qu'il arrive qu'on trouve la même solution mise en place par plusieurs organisations ou plusieurs institutions sous différents ou dans différents milieux, par exemple. Différents fonds, mais parfois même dans le même milieu. Et c'est la Donc il y a un problème de recensement, même déjà des idées existantes. Il faut qu'on arrive à un moment donné où le gouvernement ait la capacité de dire, tu as telle idée, mais je t'informe que ton idée est déjà mise en place. Si tu tiens toujours à ton idée, il faut faire de telle sorte que l'idée qui est déjà disponible soit agrégée à un certain niveau. Si nous sommes au niveau A, fais en sorte qu'on aille au niveau B. Mais il ne faudrait pas qu'on reprenne toujours les mêmes choses parce qu'il y a les fonds qui sont disponibles. Et c'est là qu'il faut un État central, à mon avis, ou une institution centrale de coordination des idées, en quelque sorte. Je ne sais pas si je n'en ai pas connaissance au Bénin, mais qu'il y ait quand même une sorte de cartographie ou bien une sorte de recensement des idées existantes, ce qui est fait, ce qui n'est pas encore fait, ce qui est faisable. Et sur cette base, on pourra réorienter, à mon avis, les modes de réflexion, les différentes politiques et puis la création de tel ou tel autre. Voilà. Effectivement, c'est très important et je pense qu'en termes de cartographie, il y a déjà une certaine cartographie des compétences existantes au Bénin. C'est déjà quand même une grande avancée. Et pour finir, est-ce que vous pensez que les pays à revenus intermédiaires et les pays à faible revenu ont les mêmes difficultés face à la mise en place de ce genre de stratégie? Pour finir, effectivement, et vous allez profiter et conclure rapidement avec cette question. Alors, je ne dirais pas forcément qu'ils ont les mêmes difficultés, chaque pays avec ses réalités. D'abord, les différences socio-culturelles représentent déjà une difficulté, une divergence entre les pays. Mais l'avantage que les pays intermédiaires ont sur les pays faibles, c'est surtout le capital humain. Ils ont su mettre en place un dispositif qui leur permet d'avoir la valeur recherchée à l'intérieur de leur pays. Et mis à part ça aussi, c'est les disponibilités de financement et tout. Et quand vous regardez dans le classement global, vous verrez que les pays anglophones sont en avance sur les pays francophones. Ce n'est pas forcément pour faire une sorte de comparaison, mais vous verrez en fait que l'éducation, la distribution des infrastructures et le financement représentent les trois facteurs, les trois avantages que les pays à revenus intermédiaires ont sur les pays à revenus faibles. D'accord. Et votre mot de conclusion rapidement? Bon, je dirais juste merci pour l'invitation. C'était un honneur de partager mes connaissances et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter un peu plus longuement d'autres choses. Eh bien, on espère aussi. Le thème de Innovar aujourd'hui, c'était les pionniers de l'innovation santé en Afrique et leur approche technologique. Notre invité du jour, c'était Spero Falade. Il est stratégique innovateur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Innovar. Eh bien, Innovar, c'est fini, Habib. Mais Jeunesse Dorée continue. Jeunesse Dorée continue. J'aime bien votre phrase. Innovar, c'est fini. La Jeunesse Dorée continue. C'est votre touche. Merci beaucoup à vous, Nelly Mitchell. Merci à vous, Pierre, Philippe et à Spiro également. Merci beaucoup. Nous allons retrouver des lettres et des arts et vous allez découvrir le motif rouge. Voilà, le motif rouge à travers la chronique de Ibrahim Adamou. Il est déjà en plateau. Vous allez le voir dans un instant.